Doctors? Good afternoon. Bonjour à toutes et à tous. As usual, I'll start with the latest numbers on COVID-19 in Canada. There are now 61,159 confirmed cases, including 3,915 deaths. To date, labs across Canada have tested over 940,000 people for COVID-19, with about 6% of these testing positive. As we are moving into social and economic recovery, I also like to tally the good news that currently over 26,000 or 43% of all confirmed cases in Canada are now recovered from their illness, and we wish them all good health. Today is Stop Clean Your Hands Day, which takes place annually in conjunction with the World Health Organization's global campaign for Save Lives, Clean Your Hands. This day highlights the importance of proper hand hygiene as a basic but life-saving public health practice. Personal hygiene, of which hand hygiene is key, is an important component of human well-being practiced the world over. In fact, hand washing can actually mean the difference between life and death. An early account of its life-saving ability takes us back over 175 years ago to a 19th century maternity ward, where new mothers were saved from deadly infections when physicians cleaned their hands before delivering moms of their babies. Later in the 20th century, Florence Nightingale showed how wounded soldiers were spared from deadly infections thanks to hand washing and other hygiene measures. It is hard to imagine that once upon a time the life-saving prevention power of hand washing was not known, especially considering its absolutely integral role in preventing the spread of infections today. So if I was to tell you that there was one super low-cost solution that could significantly reduce everyone's likelihood of catching a whole range of diseases, from stomach bugs to antibiotic-resistant infections and even droplet respiratory infections like COVID-19, would you pick a favorite tune and sing to yourself while you wash your hands for 20 seconds? Because that's all it takes. Hand washing is so important that I'm keeping it short and simple today. There's simply nothing like a splash of water, a bit of soap, and a 20-second scrub. Back of hands, front of hands, in between the fingers. Don't forget your thumbs and fingertips. Repeat often to beat back the bugs. It's a lifesaver. Thank you. Bonjour. Comme d'habitude, je commencerai par les derniers chiffres sur la COVID-19 au Canada. Il y a maintenant 61 159 cas confirmés, dont 3 915 décès. Jusqu'ici, les laboratoires du Canada ont testé plus de 940 000 personnes et environ 6 % des tests se sont révélés positifs. Alors que nous avançons vers une reprise de l'activité sociale et économique, je tiens à souligner la bonne nouvelle. À ce jour, on compte plus de 25 000 personnes guéries de la COVID-19, soit 43 % des cas confirmés. Nous souhaitons à tous ces gens de bien se porter. Aujourd'hui, c'est la journée Arrête, nettoyez-vous les mains, qui a lieu chaque année conjointement avec la campagne mondiale Sauver des vies, pratiquer l'hygiène des mains de l'Organisation mondiale de la santé. Cette journée souligne l'importance, en matière de santé publique, d'avoir une bonne hygiène des mains, une pratique de base qui sauve des vies. L'hygiène personnelle et principalement l'hygiène des mains est un aspect important de la santé humaine. Elle est de mise dans le monde entier. En fait, le lavage des mains peut faire la différence entre la vie et la mort. Le premier fait démontrant comment cette précaution pouvait sauver des vies remonte à plus de 175 ans lorsqu'on s'est aperçu dans un service d'obstétrique du 19e siècle que les nouvelles mères échappaient à des infections mortelles quand les médecins se lavaient les mains avant les accouchements. Plus tard, au 20e siècle, Florence Nightingale a montré comment les soldats blessés pouvaient être épargnés des infections mortelles grâce au lavage des mains et à d'autres mesures d'hygiène. Il est difficile d'imaginer qu'il fut un temps où le pouvoir préventif de lavage des mains n'était pas connu, surtout si l'on considère le rôle absolument essentiel qu'il joue aujourd'hui pour prévenir la propagation des infections. Donc,
si je vous disais qu'il existe une solution très peu coûteuse qui pourrait réduire considérablement la probabilité pour tout le monde d'attraper toute une série de maladies, allant des pathogènes intestinaux à des infections résistantes aux antibiotiques, voire des infections respiratoires transmises par gouttelettes comme la COVID-19, vous donnerez-vous la peine de choisir l'air préféré que vous allez chanter en vous lavant les mains pendant 20 secondes? Car c'est tout ce qu'il faut. Le lavage des mains est si important que je vais y aller rondement aujourd'hui. Il n'y a rien qui remplace un jet d'eau, un peu de savon et un frottement de 20 secondes. Il faut faire le dos et l'intérieur des mains, frotter entre les doigts, sans oublier les pouces et le bout des doigts. Répétez souvent pour repousser les microbes. Cela sauve des vies. Merci. Merci, docteur. Madame Bibeau. Bonjour à tous. La pandémie de la COVID-19 a eu l'effet d'une onde de choc dans notre chaîne d'approvisionnement alimentaire, de la ferme jusqu'à l'épicerie. Et je vous assure que nous travaillons très fort avec nos partenaires provinciaux, territoriaux, internationaux, et évidemment avec les représentants du secteur agricole et agroalimentaire, pour nous assurer que les Canadiens aient toujours accès à de bons aliments frais et abordables. Aujourd'hui, le premier ministre Trudeau a annoncé une autre série de mesures afin de permettre à nos producteurs et nos productrices agricoles, ainsi qu'à nos transformateurs alimentaires, de continuer leur travail essentiel, de sauvegarder nos fermes à travers le pays. The most urgent challenges we are addressing with our investments today are related to the impacts on our farmers, due to the reduction in food processing capacity, as well as the closure of many restaurants and food services. Before I proceed with the details of today's announcement, it is important to recall that the business risk management programs bring about $1.6 billion each year to support farmers facing different types of challenges. Avant de vous présenter les nouveaux investissements dédiés au secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire, il est important de rappeler que les programmes de gestion de risque représentent chaque année environ 1,6 milliard de dollars d'aide aux agriculteurs et aux agricultrices. Nous reconnaissons que ces programmes, à coût partagé, doivent être améliorés. Et c'est pourquoi, avec mes homologues provinciaux et territoriaux, nous avons déjà entamé les travaux l'été dernier. Dans tous les cas, il est important que les producteurs et les productrices agricoles tirent pleinement avantage de ces programmes existants. D'autres initiatives, dont celles que nous annonçons aujourd'hui, viendront combler les besoins extraordinaires causés par la crise de la COVID-19. Tout d'abord, le programme Agri-Stabilité a été conçu pour limiter les pertes de revenus qui peuvent, par exemple, être causées par une baisse importante des prix, comme c'est le cas pour le porc en ce moment. Tous les producteurs sont fortement invités à souscrire au programme et pour l'améliorer, nous avons apporté les modifications suivantes. La date limite de souscription a été reportée au 3 juillet. Pour obtenir plus de liquidités dans certaines provinces, ils peuvent d'ores et déjà demander une avance de paiement de 75 % et non plus seulement 50 %. Et afin de les aider à évaluer le soutien qu'ils peuvent obtenir, une calculatrice est maintenant disponible en ligne. Agri-Stability covers revenue losses, such as the decline of hog prices. All farmers are strongly encouraged to enroll in the program, for which the application deadline has been extended until July 3rd. Where the provinces have enacted the changes, producers can now access 75% of their expected benefit, up from 50%. And to help them estimate the level of support they can get from this program, a calculator is now available online. Agri-recovery covers extraordinary costs faced by producers due to disaster. A province or territory must make a request to the federal government for the program to be activated, and the eligible costs are then shared 60% by the federal government and 40% by the provincial government. It normally covers up to 70% of eligible expenses. We are now making it up to 90%. Due to the unprecedented crisis
and the meat processing backlog caused by temporary closures or slowdowns of plants, the federal government will make available its 60% contribution in all provinces or territories, whether the province contribute their share or not. Two of our main announcements today fall under the Agri Recovery Program. First, up to $50 million will serve as a set-aside program to help cattle producers cover the extra costs of keeping their animals on the farms while they wait longer to be processed. And up to another $50 million will be allocated to help pork producers cover costs of managing their herd. Agri-Relance fonctionne sur une base régionale. Considérant la situation exceptionnelle que nous traversons, le fédéral offre de payer sa part de 60% pour deux initiatives spécifiques et laisse à chacune des provinces la discrétion d'y contribuer ou non. En temps normal, le programme couvre 70% des dépenses, mais dans ce cas-ci, il couvrira 90%. Ainsi, jusqu'à 50 millions de dollars serviront à aider les éleveurs de bovins à assumer les coûts supplémentaires causés par le fait qu'ils doivent garder leurs animaux plus longtemps dans la ferme à cause de la diminution de la capacité de transformation. Et jusqu'à 50 millions de dollars seront alloués pour aider les producteurs de porc à couvrir les coûts supplémentaires associés à la gestion de leurs animaux. Le programme Agri-Protection couvre les risques liés aux catastrophes naturelles. Compte tenu de la situation actuelle, nous demandons aux provinces et territoires de reconnaître, comme nous sommes prêts à le faire, la pénurie de main-d'œuvre comme étant un risque admissible. Cette décision permettrait d'assurer aux producteurs que leurs éventuelles pertes de revenus, qui seraient causées par un manque de main-d'œuvre, seraient prises en compte par le programme. Agri-insurance covers the risks associated with adverse weather or crop conditions. Given the current situation, we are asking provinces and territories to include labor shortages as eligible risks under the program. This would help to ensure the income lost by producers because of an insufficient workforce would then be taken into account through the Agri-Insurance Program payments. Agri-Invest allows producers to build a savings account through yearly contributions that are matched by governments up to $10,000 a year. Producers are able to draw on these accounts as they need them. Agri-investissement s'apparente à un compte d'épargne auquel les gouvernements contribuent chaque année, le même montant que le producteur, et ce jusqu'à concurrence de 10 000 $ par année. Les producteurs peuvent utiliser ces fonds comme bon leur semble. Our food processors are vital to our food supply and our economy and jobs. Across Canada, meat processing plants have slowed down production or temporarily closed as a result of the impact of COVID-19. Other food processors are facing the same challenges. That's why today, we are also announcing a new investment of $77.5 million in support of food processing. This funding will ensure we can expand our capacity for Canadian-made products by adapting, modernizing, and reopening plants that have closed or are operating under capacity. The funds will also help food processors to implement measures to protect the safety of their workers so they can continue production during the COVID crisis. This program will be retroactive to March 25th. Nous allons aussi investir 77,5 millions de dollars pour soutenir le secteur de la transformation des aliments. Ce financement nous permettra d'accroître notre capacité de production de viande en adaptant, en modernisant et en réouvrant des usines qui fonctionnent au ralenti ou qui ont récemment fermé. Les fonds aideront également à mieux protéger les travailleurs et ce programme sera rétroactif à partir du 25 mars. Our investments today are also addressing increasing surplus production of food across Canada. Farmers, such as potato, poultry, mushroom producers, are facing higher surpluses due to the closure of restaurants and the hospitality industry. Therefore, we will invest $50 million in the first-of-its-kind food surplus purchase program to help with the purchase and distribution of surplus foods to organizations such as food banks,
who serve the most vulnerable in our communities. Un nouveau fonds de 50 millions servira à acheter des surplus alimentaires, notamment auprès des producteurs de pommes de terre, de volailles et de champignons, pour répondre aux besoins des banques alimentaires à travers le pays. Pour aider à gérer les surplus de lait, nous proposons d'augmenter la capacité d'emprunt de la Commission canadienne du lait de 200 millions de dollars. Ce soutien supplémentaire permettra à la CCL d'augmenter ses réserves de beurre et de fromage afin d'éviter de jeter l'excédent de lait, causé par la fermeture de nombreux restaurants et institutions. Notre gouvernement travaillera avec les partis d'opposition pour procéder aux changements législatifs. To help manage the surplus of dairy products, we are proposing to increase the borrowing capacity of the Canadian Dairy Commission by $200 million. This additional support would allow the CDC to increase its purchases of dairy products, such as butter and cheese, to help producers to avoid dumping their milk. The government will work with opposition parties to achieve the required legislative change. These measures that we are announcing today build on the other initiatives we have put in place to help our farmers manage the impact of COVID-19. These include $50 million to ensure farmers can safely welcome temporary foreign workers and observe strict safety protocols, $20 million to bolster our Canadian food inspection services, $100 million to food banks, and $25 million through Nutrition North to ensure food security for Canada's most vulnerable, and $5 billion in lending capacity for Farm Credit Canada, which has already resulted in over $3 billion in deferred loans for thousands of producers. And finally, $173 million in deferred loans under the advanced payment programs. I care deeply about the well-being of our farmers and food production workers, and understand how stressful this period is for them. Their safety is paramount, and as we move towards restarting parts of the economy, we must ensure proper measures are in place to continue to protect our workers. Depuis quelques semaines déjà, à travers le pays, nos producteurs et nos productrices agricoles se rendent aux champs pour les semences, les plantations, et ils prennent soin de leurs animaux et de notre environnement. C'est grâce à eux que les tablettes de nos épiceries sont pleines de bons aliments. Encouragez-les. We are grateful for their hard work to ensure we continue to have food on our family tables. They are providing our communities and our country an essential service during this critical time. Thank you. Merci. Merci, Madame la Ministre. On va maintenant prendre les questions. We'll start on the phone with 3 questions before we turn to the room. 1 question, 1 follow-up. Opérateur. Thank you. Merci. Our first question, notre première question, nous vient de Hélène Bizetti avec Le Devoir. Please go ahead. Your line is now open. Oui, bonjour Madame Bibeau. J'aimerais avoir plus de détails sur ce 50 millions pour les banques alimentaires. Je comprends donc qu'on achète les surplus et qu'on va les redonner, mais comment cette distribution se fera-t-elle? Comment on va allouer, parce que les agriculteurs ne sont pas uniformément distribués sur le territoire, et qui va, par exemple, transporter les aliments? Il y a des frais reliés à ça. Comment ça va fonctionner? Alors, l'objectif est spécifiquement de travailler avec les banques alimentaires d'une part et avec les représentants des industries les plus touchées par les surplus alimentaires d'autre part. On va commencer avec nos 5 partenaires avec qui on travaille pour le fonds de 100 millions de dollars pour distribuer des fonds à travers les banques alimentaires pour voir quels sont leurs besoins, quelles sont leurs capacités d'absorption, et aussi en travaillant avec les différents secteurs alimentaires de voir où sont les besoins. Vous avez donné des bons exemples, entre autres au niveau du transport, au niveau de l'emballage, quels sont les besoins. Alors, c'est un travail qui va être fait là, dans les prochains jours, prochaines semaines, pour pouvoir arrimer les besoins avec la demande, les surplus avec la demande et la capacité d'absorption de nos banques alimentaires. Merci. Et là, j'avoue que je suis à distance. Je ne vois pas tous les ministres qui sont présents aujourd'hui. Je ne sais pas si M. Duclos ou Mme Freeland ou quelqu'un d'autre y est, mais je me demandais, est-il possible de poser une question sur l'entente conclue avec les Wet'suwet'en? J'aimerais savoir quand cette entente sera rendue publique, maintenant qu'elle a été approuvée, et le fait que les chefs élus ne l'approuvent pas, est-ce que ça change quoi que ce soit au plan du gouvernement? Alors, je suis la seule ministre présente aujourd'hui. Mes collègues sont tous à la session parlementaire virtuelle avec la Chambre des communes qui siège de façon virtuelle en ce moment. Alors, je suis accompagnée
de nos spécialistes de la santé publique aujourd'hui. Alors, je vais devoir... je ne serai pas en mesure de répondre à votre question. Je suis désolée. Merci, Madame la ministre. Opérateur, prochaine question, s'il vous plaît. Thank you. Merci. Our next question, notre prochaine question, is from Briar Stewart with CBC News. Please go ahead. À vous la parole. Yes, hi. This question is for Dr. Tam. Dr. Tam, I'm wondering if Canadian hospitals and labs are being encouraged to go back and test earlier samples, given that France has now found an earlier reported case of COVID-19. I understand the WHO is calling for this as well. I think part of our study of infections goes to some of the serologic assays. And so, and I think as you've heard, the Immunity Task Force is going to be looking at that and a sort of concerted study on the infections in Canada. And there's always a opportunity, I think, to sort of go back further if needed to test samples. We haven't actually, as I know it, discussed that as yet, but it's certainly something that, obviously focusing on getting the current epidemic fully under control is our primary focus. But that is potentially of interest, so we can definitely take a look at that. Follow up? No, that's fine. Thank you. Very well. Operator, next question, please. Thank you. Merci. Our next question, notre prochaine question, is from Michel Lamarche avec TVA Nouvelles. Please go ahead. Your line is now open. Bonjour, Madame Bibeau. J'aimerais vous entendre sur le fait qu'on est loin du compte quand on considère ce que la Fédération canadienne de l'agriculture vous avait demandé. On parlait d'une aide d'urgence de 2,6 milliards de dollars. Là, quand on vous écoute aujourd'hui, on voit que vous êtes loin du compte, même avec les mesures qui avaient déjà été annoncées. Comment vous allez faire pour vendre ça aux agriculteurs? De l'agriculture, de l'agroalimentaire. Et il faut toujours rappeler que les programmes de gestion de risque sont existants. C'est 1,6 milliard de dollars qu'il y a dans cette enveloppe-là et qu'on déploie de différentes façons. Alors, c'est important d'aller chercher cet argent-là dans les programmes existants dans un premier temps et auxquels on ajoute aujourd'hui, là, à l'intérieur de ces programmes, et quand même 2 fonds qui sont dédiés aux producteurs de bœuf, aux producteurs de porc, qui faisaient partie des groupes les plus durement affectés par la crise de la COVID à cause de la fermeture ou de la diminution de la capacité de production dans nos usines de transformation. Alors, on vise, entre autres, beaucoup à travailler avec eux. On commence à avoir certaines mesures aussi pour le secteur agricole, avec Agri-Assurance, avec tous les efforts aussi qu'on fait pour les travailleurs temporaires étrangers. Et d'ailleurs, nos résultats pour le mois d'avril, on a réussi à faire venir 80% des travailleurs qu'on espérait avoir. Alors, c'est moins qu'une année normale, mais c'est quand même parmi nos scénarios les plus optimistes, parce qu'on sait que l'enjeu le plus important pour le secteur de l'horticulture, c'est vraiment la présence de travailleurs. Et finalement, il ne faut pas oublier le 5 milliards de dollars qui est disponible en prêt, mais surtout en report de prêt à travers Financement agricole Canada. En suivi, Mme Lamarche. J'aimerais aussi vous entendre sur le moment où les agriculteurs qui le disent, là, ils sont tous dans un très grand besoin. À quel moment ils vont commencer à recevoir ces montants-là, à les voir dans leur compte? On va essayer de le faire le plus rapidement possible. Donc, ce sont des programmes qui vont se déployer, qui sont administrés par les provinces principalement. Et pour être en conversation avec mes homologues provinciaux chaque semaine et quelquefois et certains d'entre eux plusieurs fois par semaine, je peux vous assurer que tout le monde est très engagé à faire en sorte que ces programmes soient déployés le plus rapidement possible. Merci, Madame la Ministre. We'll now take some questions from the room, starting with Kelsey from Reuters. Thank you, Minister. Good to see you again. My first question is, Canada
internationally, we often run into issues when we announce support programs for agriculture because of concerns about them being seen as subsidies at the WTO. Have you heard, are you concerned at all about pushback from international counterparts about subsidizing agriculture by announcing these programs? No, I'm not. We have made the verifications, and considering the actual situation and the COVID crisis, we are confident that it will not pose this type of problem. And then my follow-up is, under agri-recovery, generally the ask has to come from the province. Now, I know that you said that the federal 60% is available regardless of whether a province wants to fund or not. I'm wondering if you've had any provinces, though, commit to fund the other 40%. Have any provinces said they're going to fund that side? Well, we have started the conversation on the subject, but it's not up to me to make the announcement, so I will let the province announce whether or not they are contributing their full 40%, maybe part of it, and some will not. Thank you. Thank you, Minister. Mike? Hi, Dr. Tam. I just want a clarification really quick today. Have we identified any new cases early and late last year or early January that we didn't know about yet, or is that still under investigation? No. I know that as part of looking at negative controls, different jurisdictions look back at like the influenza samples, but they were actually negative, and they form part of our control samples as we were looking at the development of the new tests. So I think that's about as close as we can say in terms of the preceding samples. But it is, again, a sort of retrospective look that can be entertained. Hi, Minister Bibeau. Molly Thomas, CTV National News. You know, the biggest challenges for farmers that I'm hearing right now is planning for harvest, to figure out if they have enough to plan, if they're going to, need them, any laborers, and will they have them. Is the federal government offering more money or any other incentive for students, for other workers to get people on the farm? We have announced that we will be supporting the province for the program that they will put in place to some kind of incentive that they can offer in terms of wage for essential workers. So this is something that is accessible to provinces, and it's up to them to put the programs in place. And we have been working very hard, and we are still working hard to make sure that we will have the foreign temporary workers, as many as we can, because even if we can bring more Canadians in the field right now, many of them might be back to their usual work or back to school in the fall. So this is definitely an issue that we are following up closely, and we're doing everything we can to support the farmers, because we want to support them, obviously, but we also want to see this food on our shelves in the fall. Mm-hmm. The Prime Minister also talked about more aid for agriculture. Obviously, the $252 million announced today falls short of what the Canadian Federation of Agriculture asked for, $2.6 billion, big numbers there. Farmers I just talked to on the phone, they tell me they need this extra support in days and weeks. A month would be too late. So how soon can these farmers expect more support than what we know today? Well, I would encourage them to apply to AgriStability right now and to get the 75% increase. Advance payment that they are allowed to. If they have Agri-Invest fund, it's time to use it. And we will keep, supporting or bringing new programs depending on the needs, the specific needs of the different sectors and the gaps that we find between the business risk managements that are available and the extra needs caused by COVID-19. Thank you, Minister. So we are going to turn back to the phone for 3 additional questions. Operator, over to you. Thank you. Merci. Our next question, notre prochaine question, is from Philippe Vincent Foisy avec Radio-Canada. Please go ahead. À vous la parole. Oui, bonjour, Madame Bibeau. Je voulais revenir sur la question de ma collègue Michel Lamarche tout à l'heure sur le plan d'aide. On a la Fédération canadienne de l'agriculture qui demandait 10 fois plus. Là, Marcel Groslot de l'UPA nous dit que c'est vraiment pas suffisant, notamment pour faire face à la concurrence américaine dans certains secteurs. Donc, qu'est-ce que vous leur dites à ces agriculteurs-là? Ils sont dans le champ, ils savent pas trop, leurs calculs sont pas nécessairement bons, ils n'ont pas les mêmes calculs que vous. Qu'est-ce que vous leur dites?
On continue de travailler ensemble. Je leur dis, il faut absolument profiter des programmes qui existent déjà. Il ne faut pas tourner le dos à ces programmes-là sous prétexte qu'ils sont peut-être pas assez généreux. Au contraire, on veut les bonifier, on veut combler les manques, mais il faut d'abord et avant tout profiter des programmes qui sont déjà disponibles. On annonce des programmes supplémentaires aujourd'hui aussi, particulièrement pour le secteur des viandes, et on fait des ajustements, des améliorations à ces programmes-là, et on est prêt, le premier ministre l'a dit un peu plus tôt aujourd'hui, on est prêt à en faire plus pour aider le secteur de l'agriculture. Donc, on y va un pas à la fois, mais on comprend à quel point c'est important. C'est un enjeu de sécurité alimentaire. C'est important de protéger nos fermes familiales aussi. Et puis, on va être avec eux pour les appuyer là, tout au long de la saison. M. Foisy, en suivi. Puis pour le consommateur, quel est l'impact, vous croyez, pour le consommateur? Est-ce que ça veut dire moins de produits canadiens, moins de produits québécois, mais des produits qui vont coûter beaucoup plus cher? Il faut s'attendre, comme consommateur, à avoir un panier d'épicerie qui va coûter beaucoup plus cher au cours des 3, 4, 5 prochains mois, peut-être même des 2, 3 prochaines années. C'est pour ça qu'on veut déployer un plan d'aide pour le secteur agricole. On sait à quel point c'est important de rassurer nos producteurs pour que vraiment ils aillent au champ et puis qu'ils puissent faire toutes les plantations qui sont nécessaires. Et c'est vraiment ce qu'on veut éviter, qu'il y ait une diminution de la variété, par exemple, de nos produits ou une augmentation des prix. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on travaille. Et on veut évidemment promouvoir les produits canadiens au maximum, mais aussi s'assurer que la chaîne d'approvisionnement, qui est très intégrée avec les États-Unis, ne soit pas interrompue. Donc, on fait très attention aussi de maintenir cette relation commerciale, entre autres pour le secteur alimentaire, là, avec les États-Unis, avec nos autres partenaires commerciaux. Merci, Madame la ministre. Opérateur, prochaine question, s'il vous plaît. Thank you. Merci. Our next question, notre prochaine question, is from Louis-Samuel Perron avec La Presse. Please go ahead. À vous la parole. Oui, bonjour. C'est une question peut-être pour la Dr Nam ou le Dr New. On est aujourd'hui le 5 mai. La semaine passée, le pire scénario pour le nombre de décès était de 3 883, alors que ce matin, on est à 3 915. C'est la deuxième fois que l'agence se trompe dans ses projections. Qu'est-ce qui cloche? Bonjour, c'est Dr. New. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites parce que avec la modélisation, on dit toujours, c'est pas une boule de cristal. C'est un outil pour planification. Et on sait, on regarde qu'est-ce qui se passe, même avec les estimés, parce que moi, je vois actuellement devant moi une graphique. Et ici, on regarde, il y a toujours, comme on dit, un intervalle de confiance de 95%. Et si je vois les nombres de décès, même aujourd'hui, c'est vraiment entre l'intervalle de confiance supérieur et inférieur de 95%. Donc, c'est jamais une question d'avoir un chiffre exact précis. C'est toujours une gamme, un intervalle. Et on peut dire aussi que les données, c'est toujours ce qu'on reçoit aujourd'hui. Ça fait partie de encore les autres ajustements, peut-être aussi mettre dans les modélisations pour planifier au futur. Parce que tous les jours, si on reçoit d'autres données, on peut mieux peut-être préciser pour les peut-être prochaines semaines qu'est-ce qui peut-être c'est peut-être quoi la trajectoire de l'épidémie à court terme. Merci. En suivi. Oui, une question pour Madame Bibeau. D'abord, une précision. Vous avez dit plus tôt que 80% des travailleurs étrangers au mois d'avril qui devaient être présents sont là, alors que M. Trudeau ce matin parlait plutôt de 90%. Ensuite, il y a de nombreux producteurs de fruits et de légumes là, qui ne reçoivent pratiquement rien aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire pour les aider concrètement? Alors, selon les derniers chiffres que j'ai, c'est 11 200 travailleurs étrangers sur 13 000 attendus qui sont arrivés au courant du mois d'avril. Et pour les producteurs de fruits et légumes, d'une part, on vraiment redouble d'efforts pour pouvoir accueillir le maximum de travailleurs temporaires étrangers. Et il y a le programme Agri-Protection, qui est un programme d'assurance récolte, ni plus ni moins, qui est bonifié. En fait, c'est pas qui est bonifié, mais on invite les provinces à faire en sorte d'inclure comme étant un risque
éligibles, là, admissibles au programme, le manque de travailleurs. Donc, si éventuellement ils ont des pertes au champ parce qu'ils ont manqué de travailleurs à l'automne, ça fait en sorte que ce programme d'assurance-là pourrait couvrir les pertes. Merci, Madame la ministre. Opérateur, prochaine question, s'il vous plaît. Thank you. Merci. Our next question, notre prochaine question, is from Stephanie Levitz with the Canadian Press. Please go ahead. À vous la parole. Good afternoon. My question is for Minister Bibeau. It is about the $50 million buyback program. There's, hundreds of millions of pounds of food sitting in Canadian warehouses. How will you decide where this money goes? Who will be able to benefit from it? Well, we'll start the conversation with our main partners in the food bank category. So Food Banks Canada, Second Harvest, Salvation Army, the community organizations, and Breakfast Club. So these are the main, partners we are working with for the distribution of the $100 million subsidy, and to identify their needs. And also we will be working with the sectors that are most impacted by, have the biggest surplus, like, for example, poultry, mushrooms, potatoes. And we'll try to figure, how we can meet these surpluses with the capacity that the food banks can absorb, and what they need to be able to benefit from this food. So there might be issues around transportation, there might be issues around packaging, for example. So we will have this group working very quickly together so we can match the supply with their capacity to distribute it through the network of food banks across the country. Thank you. And my follow-up is for Dr. Tam. The percentage of tests that are coming back positive have been going up steadily over the last several weeks, but this week appear to have gone down. 7% late last week, 6.5% yesterday, and I believe you said 6% today. Is there any takeaway from that for you, or for Canadians for that matter? Well, I think as a standalone, it's a complicated interpretation, but I think overall, we're seeing a continual slowing down of the epidemic itself. And some of the percent positive might reflect that epidemiology. Because what we know is that despite increase in the amount of testing, that percentage positive is coming down. And that could be a reflection of the epidemic slowing down in different parts of the country. But also, of course, increase in testing means that you're probably testing more people who might actually not have the virus as you scope in more people. So it's a bit of a dynamic picture. But on the whole, this percentage, together with the other parameters, for example, the daily growth rate of cases is really slowing down. I think we've been saying on average about 3% daily growth now compared to much higher before, as well as the doubling time, which has really slowed down as well. So all of that points towards that this epidemic is slowing across Canada. But as I've said before, our number at the national level is a bit of a composite. So that percentage is variable depending on which province and territory you're in. In some jurisdictions, it's actually much lower than that. Thank you, Doctor. We'll turn back to the room for one last question. Olivia. Good afternoon, Olivia Stefanovich, CBC News. I have one question for Dr. Tam and one for Minister Bibeau. I'll start with you, Dr. Tam, if that's okay. New York put out a health alert last night about Kawasaki disease in kids and possible links to COVID-19. Are you asking pediatricians in hospitals to watch out for Kawasaki disease in kids here? And can you also tell us how many cases there are in Canada and what parents should watch out for? So yes, the pediatric network is very active in terms of monitoring any outcomes or clinical spectrum in children with COVID-19. And as with other countries, the cases are much milder and less severe than in older age groups. And there has been some cases of, I think, a variation of Kawasaki's disease, which is a sort of inflammatory response, which is seen with many different viruses.
So it's not necessarily linked to COVID-19, but they're looking at those cases to see what kind of conclusions they can draw. But there is no firm conclusion at all about the association of this in Canada. They are continuing to monitor and look at that situation. But it is a condition. I think building upon our understanding of COVID-19 is that there seems to be a sort of inflammatory or post-infectious response associated with this illness. And so I think Kawasaki's or its variant might be just a part of that. But many other viral illness or bacterial infection can also cause it. Thank you. And for Minister Bibeau, the decision to bring NAFTA into effect on July 1st adds to the harm that the dairy sector is facing and will continue to face in the coming months. So when will their compensation package be ready? When we look at NAFTA, we have to look at the global economy for the country. And in terms of compensation, they have received their first direct payment either in December or January, early this year. And now we are really focusing on the support we have to provide, to counter the effect of COVID-19. But our commitment towards the dairy sector and the poultry and egg sectors as well is still very strong. And we will be moving forward later on. Thank you, Minister. Ceci met fin à la conférence de presse pour aujourd'hui.